Ceci dit, c'est un plaisir, aimable auditeur. Je voudrais me rassurer que mon invité, je vais voir, que mon invité, docteur Aminata Diallo, est en ligne. Sinon, on va patienter le temps qu'elle soit avec nous. Oui, elle est avec nous. Hein. Donc, docteur Aminata Diallo. De passage, les auditeurs, si vous remarquez des problèmes au niveau du live Facebook, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous n'entendez pas bien, s'il y a un souci, n'hésitez pas. Encore une fois, j'espère votre indulgence. Allons-y du côté du Maroc avec notre invité, docteur Aminata Diallo, si vous m'entendez bien. Salam alaikum. Oui, je vous entends. Merci, je vous entends. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bien, c'est un plaisir. Alors, les auditeurs également, si vous avez des problèmes de réception, n'hésitez pas à me le dire. Docteur Amina, je vous entends, mais si vous, je demanderais peut-être de faire davantage d'efforts, d'élever un peu la voix, puisqu'on a des contraintes au niveau de la liaison téléphonique. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Merci. Oui, je vous entends. Je vous entends. D'accord. Alors, c'est parti. Hein. Je disais, franchement, pour moi, c'est un honneur, c'est un plaisir de vous avoir sur Africa Midi. Vous êtes la première femme à décrocher le doctorat en droit islamique en République de Guinée. Ma première question, docteur Aminata Diallo, cette thèse de doctorat, sur quoi elle portait? C'était quoi le sujet? D'accord. Merci beaucoup. Et vous savez, dans beaucoup de bibliothèques nationales et internationales se trouvent des livres manuscrits. Vous entendez parler de ça, et que ce soit en arabe ou en français ou en anglais ou autre langue. Même chez nous en Guinée, si on demande nos grands-parents, on peut avoir des manuscrits avec eux. Donc ma thèse portait sur des manuscrits islamiques qui parlent des fatawa et nawazil. Je ne sais pas, on appelle ça en français des questions qui ont été posées aux oulémas de Fès à l'époque, qui concernent la construction de la famille et les transactions financières en islam. C'est ça en global. D'accord. Ok, alors, je voudrais poser la question. Vous êtes né à Mamou, où vous avez commencé vos études. Je voudrais que vous nous parliez un peu de votre parcours. Vous avez commencé les études à Mamou, dans quelle école? Ensuite, vous avez fait où le collège, le lycée, pour arriver au Maroc? Oui. Donc, comme j'ai dit, j'ai commencé mes études à l'âge de 7 ans. C'était en 1993, à Mamou. J'ai commencé mes études dans une école qui s'appelle École franco-arabe de Kimbeli. Et j'aimerais parler un peu de cette école. Cette école était l'une des premières écoles qui a été fondée à Mamou. Et il y a eu beaucoup de mes professeurs qui ont passé leurs études dans cette école. Et c'était aussi parmi les plus grandes écoles à Mamou à l'époque. C'est là-bas que j'ai fait les études primaires et les collèges et les lycées aussi, 2 ans de lycée. J'ai fait 11e année et 12e année dans cette école. Mais j'ai transféré dans une autre école pour faire les terminales, pour faire 3e année de lycée. Là où j'ai fait les bacs. Et quand les résultats du bac sont sortis, j'étais parmi les lauréats. Donc, c'est le pays qui m'a envoyé au Maroc pour continuer mes études. D'accord. Donc, après le bac, vous avez été lauréate et puis vous êtes allé au Maroc. Et au Maroc, qu'est-ce que vous avez entrepris comme études? Donc, j'ai fait la licence en droit et charia, en charia et droit. C'était à Fès. J'ai fait là-bas 3 ans. C'était entre 2006 et 2009. D'accord. Et ça, c'était pour... Oui. Allez-y. Ça, c'était pour la licence. Oui, c'était la licence. Donc, après la base, comme on dit, j'ai postulé pour faire un master. Donc, c'était un peu difficile parce qu'il fallait que je postule dans les différentes universités et passer des concours aussi. Après avoir fait ça, j'étais acceptée dans 2 établissements. J'ai choisi étudier à Dar Hadith. J'ai fait là-bas les masters entre 2009 et 2012. D'accord. Et après entre 2009 et 2012,
Et Oui, oui. après 2012, vous avez voulu faire la thèse, doctorat. Je voudrais poser la question, à quel moment vous vous êtes dit, il faut que j'ai mon doctorat? Est-ce que c'est quand vous êtes arrivé au Maroc ou bien c'était une ambition depuis la Guinée ou il y a un déclic? Non, c'est quand je suis arrivée au Maroc, quand j'ai fait la licence. Donc, à chaque fois, j'ai fait la licence, j'ai dit il faut que je fasse un master aussi. Et quand j'ai fait le master, c'est en ce moment aussi j'ai dit il faut que je fasse le doctorat aussi. Et j'ai eu les encouragements de mes parents et de mes amis et tout ça. C'était pas depuis la Guinée. Depuis la Guinée, je voulais juste faire la licence et retourner. Ah d'accord. Vous voulez juste faire la licence, mais au fur et à mesure que vous étiez en train de grimper, voilà, vous avez dit que ça valait le coup, quoi, de monter. Ça valait le coup. Oui, oui, exactement, exactement. D'accord. Alors, vous avez fait ce doctorat, vous avez soutenu, je rappelle, mardi dernier, dans un tel projet, souvent, vous avez des éléments qui vous facilitent, vous avez des facilités un peu, bon, peut-être des choses qui vous encouragent, et vous avez aussi des difficultés. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce qui vous encourageait quand vous rencontrez les difficultés à un certain moment? Qu'est-ce qui vous donnait de l'énergie à un certain moment? Donc, comme vous avez dit, chaque travail a des difficultés. Donc, j'ai eu beaucoup de difficultés. Ce qui m'a encouragé en ce moment, c'est ce que je ne vais pas commencer quelque chose et ne pas terminer cette chose. Chaque chose que je commence, je veux bien le terminer. Même s'il y a des difficultés, j'ai envie toujours de terminer, de finir ce que j'ai commencé. Même depuis la licence, il y avait des difficultés, mais toujours je dis, il faut que je finisse ça. Comme j'ai commencé ça, il faut que je finisse. La licence, c'était comme ça, le master aussi, et pareil que le doctorat aussi. D'accord, d'accord. Dites-moi, au niveau de la famille, comment ça s'est passé? Souvent en Guinée, hein, je ne sais pas moi, peut-être pas seulement en Guinée, mais une femme arrivée à ce niveau, doctorat, j'imagine, c'est un grand sacrifice. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ont été sacrifiées. Ça s'est bien passé avec la famille? Oui, c'est exactement, mais moi, ce qui me concerne, c'est mon père. Mon père m'a beaucoup. Il y a beaucoup de parents qui refusent leur fille étudier. Mais moi, mon père, c'est le contraire. Il nous a encouragé il nous encourage toujours. Il encourage tout le monde dans la famille. J'ai 3 sœurs aussi qui étudient en Arabie Saoudite. Et j'ai d'autres, on a tous étudié. C'est mon père qui nous a encouragés. D'accord. D'accord, ça c'est intéressant. Donc, vous avez 3 sœurs qui étudient en Arabie Saoudite? Oui, oui. Qui font aussi du droit islamique ou d'autres filières? Droit islamique, droit islamique. D'accord, d'accord. Tenez bien, j'ai envie de poser cette question. Vous savez, souvent on dit, on entend ça souvent, hein, c'est vous, la spécialiste du droit islamique. On dit souvent que la femme ne doit pas voyager toute seule, aller étudier, je ne sais pas moi, en tout cas voyager toute seule, aller à un pays étranger, sans être accompagnée par un frère, un papa ou son mari, entre autres. Est-ce que ce problème s'est posé vous concernant? Oui, oui, moi aussi j'ai eu des personnes qui m'ont dit la même chose. Mais comme ça c'était à l'époque du prophète là où il n'y avait pas de sécurité dans la route, donc c'était un peu bizarre pour la femme de voyager toute seule. Il fallait avoir un mahram, ce qu'on dit mahram, pour pouvoir voyager. Mais maintenant, là, je ne sais pas, moi je ne pense pas que c'est obligatoire d'avoir les mahram là pour voyager. Surtout si c'est pour les études. D'accord. Donc si je vous entends bien, hein, parce que c'est vous qui êtes docteur en droit islamique, en islam, aujourd'hui, à l'époque où nous vivons, la femme peut voyager, par exemple, pour aller étudier, sans avoir besoin d'être accompagnée par son mahram. Mahram, je veux dire, un membre de la famille, quoi. Ce qui me concerne, je peux voyager pour étudier, mais il y a certaines femmes qui ne peuvent pas le faire. Pardon, je ne vous ai pas bien compris, je n'ai pas bien entendu. Je dis ce qui me concerne. Je peux voyager pour étudier, par exemple. Il y a d'autres femmes aussi qui peuvent voyager toutes seules pour aller étudier, mais il y a d'autres aussi qui ne peuvent pas voyager toutes seules pour aller étudier. Ça dépend de la personne. Ah, comment la personne d'accord.
Ça dépend de quoi concrètement, exactement? De la confiance de la femme elle-même, de quoi? De la confiance, la femme elle-même, est-ce qu'elle peut supporter d'être toute seule sans être accompagnée? Oui. Si elle peut être toute seule sans être accompagnée, elle peut voyager toute seule pour aller étudier. D'accord, d'accord. Bien. Ok. Madame Aminata Diallo, dites-moi, vous avez fait, hein, j'ai pu comprendre que vous avez fait 12 ans au Maroc. Oui, est-ce que vous nous en parlez, l'expérience? Ça s'est bien passé au Maroc pendant ces 12 ans et il y a des difficultés particulières? Oui, oui, bien sûr, il y a des difficultés particulières, surtout vivre à l'étranger, c'est très difficile, surtout au Maroc aussi, un pays arabe qui n'est pas Afrique noire, donc tout est différent. Les cultures et tout ça, c'est différent aussi, les problèmes, ils ont d'autres problèmes de l'eau, surtout problèmes de logement. C'est ça qui est plus difficile au Maroc ici, je crois. Pour moi, c'était la chose la plus difficile au Maroc, le problème de logement. D'accord. Oui. D'accord. Toutes les universités n'ont pas nombreux, donc c'est pas tout le monde qui a accès à la cité de l'université. D'accord, d'accord. Alors, je voudrais poser toujours par rapport au Maroc, parce que, vous savez, il y a beaucoup de Guinéens au Maroc. Il y a des étudiants qui, dans le domaine, on va dire, islamique ou arabe, tout ça, et vous avez une majorité d'étudiants qui se trouvent au Maroc là-bas, qui font des études classiques, hein, si on peut le dire comme ça. Est-ce qu'il y a un mélange entre ces deux catégories d'étudiants ou chacun de son côté? Je tentais de poser cette question. Il y a une mélange entre les étudiants. Il y a une association ici qui concerne tous les étudiants au Maroc, soit arabes ou français ou quel que soit. Il y a une association qu'on appelle ASEGIM. D'accord. Ça concerne tout le monde. Ça concerne les étudiants dans les secteurs privés ou les secteurs publics, arabes, français, tout le monde. D'accord. Bien. Bien. Alors, docteur Amina, c'est quoi vos projets, les perspectives après ce doctorat? Est-ce que vous avez des projets précis, quelque chose que vous envisagez de faire après? Oui, exactement. Je voudrais rentrer au pays de travail là-bas. J'ai des projets aussi, mais j'aimerais les discuter avec les personnes qui sont concernées, soi-disant les personnes qui veulent s'associer avec moi, ou bien des personnes qui veulent financer. J'ai beaucoup de projets pour la Guinée, Inch'Allah. J'espère bien rentrer le plus tôt possible et réaliser ces projets. D'accord, d'accord. Alors, dites-moi, docteur Amina, est-ce que pendant ces études-là, du côté du Maroc, vous avez fait plusieurs voyages à faire en Guinée, est-ce qu'à un certain moment, il y a d'autres femmes comme vous qui sont en train d'entreprendre le même parcours? Oui, il y avait exactement une femme ici qui étudiait avec moi, mais c'est pas dans la même faculté, mais elle étudiait aussi, elle faisait droit islamique, elle a fait la licence ici et le master. D'accord. C'est la seule que je connais qui a fait les études islamiques ici, elle a eu son master ici. D'accord. Et honnêtement, qu'est-ce qui empêche les femmes le plus souvent de monter à ce niveau dans le parcours des études? C'est quoi la raison souvent? Peut-être c'est le courage ou bien manque de personnes qui les encouragent, je ne sais pas, peut-être c'est ça, ou bien problème de financement. Tout ça peut causer certains problèmes. D'accord, ça peut être un problème de financement ou un manque d'encouragement. Manque de courage et les personnes qui peuvent les encourager. D'accord. Alors, est-ce que vous avez un message par rapport, je ne sais pas moi, aux femmes qui vous écoutent, qui vont vous écouter? Oui, ce que je vais dire à tout le monde, hommes et femmes qui veulent approfondir leurs études en droit islamique, tout simplement, j'encourage tout le monde, hommes et femmes, d'étudier et d'approfondir leurs études, que ce soit en études islamiques ou autres, si il a la possibilité, parce que c'est pas facile, et avoir aussi beaucoup de courage pour pouvoir continuer, et beaucoup de patience aussi.
Ça, je vous l'accorde. Hein. Oui, ça, je vous l'accorde. Vous avez bien raison. Hein. Ma question, c'était pas que simplement pour les femmes, hein. Pour les hommes, bien entendu, surtout en premier. Pour les... Docteur Amina, mes dernières questions. Parmi toutes les difficultés que vous avez rencontrées en préparant cette thèse, est-ce qu'il y a une difficulté particulière que vous avez retenue? Un problème particulier? Oui, il y en a. Et surtout, c'est être loin de la famille. C'était une difficulté qui m'a retenu beaucoup. Et aussi, il y avait beaucoup de monde qui me demandait souvent, quand tu vas terminer, quand tu vas finir tes études. La question là me faisait tellement mal, je ne sais pas comment réagir. Ah, je ne pouvais pas les dire, je ne pouvais pas les expliquer. Ils me demandaient toujours quand tu vas finir, même les gens qui n'ont pas étudié. Chaque fois que je parle à quelqu'un au téléphone, ils me demandent quand tu vas finir. La question là me faisait très mal. D'accord. Donc, quand est-ce que tu vas finir? C'était la question, d'accord, qui revenait souvent. Oui, c'est la question qui venait souvent et c'est la question qui était la plus difficile aussi. La plus difficile, j'imagine, hein? C'est la question que vous ne voudrez pas trop entendre. Est-ce que c'est pas ça le problème, le fait que les études, souvent, ça peut être long? Vous dites? Est-ce que souvent, ce n'est pas ça le problème? Les études, ça peut être long, surtout pour de tels... oui, mais c'est pas tout le monde qui comprend ça. Il y a des gens qui ne comprennent pas, qui croient que si tu les dis, c'est 3 ans le doctorat, ils attendent juste 3 ans. Et quand les 3 ans là, c'est fini, tu dois finir toi aussi. Pas tout le monde qui peut écrire une thèse de doctorat en 3 ans. C'est pas toutes les thèses aussi qu'on peut écrire dans 3 ans. Ah oui, j'imagine. Exactement. Bien. Voilà. Docteur Aminata, si vous avez un dernier message à lancer aux auditeurs qui vous écoutent partout dans le monde, c'est à vous. Donc, merci beaucoup. Je remercie tout le monde. Je suis très, très contente. Je reçois beaucoup de messages de félicitations et tout ça. Je remercie tout le monde vraiment. Je suis contente aussi de vous. Merci beaucoup. Merci à vous, Docteur Aminata Diallo. Et mes auditeurs, gardez l'écoute. Je reviens quelques instants, le temps d'une pause. Ensuite, on va voir tout à l'heure. Comme je le disais, depuis la Guinée, Ahmed Kourouma du parti groupe. Alors, c'est le parti dirigé par Papa Koli Kourouma. Nous allons parler des violences qui sont passées récemment du côté de la Guinée. D'ailleurs, des violences qui, semble-t-il, continuent aujourd'hui, selon quelques informations que nous avons eues du côté de la Guinée, de Afrique Midi. Oui. Je voudrais vous poser la question autrement. Est-ce que tous les chefs d'État de la sous-région de la CEDEAO sont influencés par la France? Je n'ai pas parlé de tous les États. Je vous ai signé je vous ai précisé deux présidents, Ouattara et Macky Sall. Justement, c'est pourquoi je pose la question. Il n'y a pas que Ouattara et Macky Sall dans la sous-région. Je viens de vous dire deux présidents, c'est les deux pays qui sont le plus en avant au niveau de la défense d'intérêt de la France-Afrique. Ça ne veut pas dire que ce sont les deux seuls pays, mais en tout cas, s'il fallait faire une échelle en termes de soumission par rapport à la France, on a les deux pays champions. Mais en même temps, il ne s'agit pas du tout d'empiéter ou de ne pas respecter la volonté du peuple togolais. Nous voulons que la volonté du peuple togolais soit respectée et en même temps, nous voulons que la solution soit une solution digne qui n'apporte aucune humiliation à personne. Mais cela dépend aussi considérablement de la manière dont le régime lui-même se comporte face à cette contestation historique qui traverse le pays en ce moment. Parce que ce qui s'est passé en Libye avant 2011, la Libye avait un président qui était bien, qui était panafricaniste et tout ça. Et nous savons très bien aussi que cette intervention il y a une résolution au niveau de l'ONU, il n'était pas dit il fallait évincer Kadhafi, mais c'était pas ça, mais ça a été complètement dénaturé. Voilà. Donc je suis menacé. Par rapport à la déclaration, d'hier du président de la République, nous avons été surpris, n'est-ce pas, celui qui est le père de la nation. Comment se fait-il que lui n'était pas là? Après 2 semaines de grève qui a causé, n'est-ce pas, des dégâts énormes, au lieu de nous appeler, n'est-ce pas, et discuter avec nous, il nous traite, n'est-ce pas, de sauvages, n'est-ce pas, de guerre sauvages, n'est-ce pas, de rebelles.
Au lieu de nous appeler. Ces rebelles-là constituent aujourd'hui l'ensemble des anciens de la République de Guinée, ça ne travaille pas en Guinée, et il dit que nous sommes des rebelles. Il invite les centrales qui n'ont aucune représentativité au niveau, n'est-ce pas, de la base, surtout de l'éducation. Itonya kaka kumbosa nyona to bele gbengbe tati bare nyako ni fari nta mo ma ma client ti fe ki tara ka pa ko brama mo ni te bare ma ko ko be to bade na ngai ni te dang be ba sare be falla lin ko no ma ka fa benya mo ma ma go okay master you get it wrong no they master yes please yes come good morning and you're in the star in economy Europea I've been around this here in the front and send it to oh, Mumatima. Somebody? I told them not picking the red. You got around the father and like I in the father morning. You come back to yeah. You understand it too? Yes, Mumatima. Allô, c'est vous, Sandito? S'il te plaît, mon frère, aide-moi à avoir un crédit, s'il te plaît. Notre crédit est fini. Il n'y a pas de l'argent ici. Tout de suite là. Sans plus de ça. D'accord, nous sommes en temps ici. Ni ma mère. Tiens, monsieur. Thank you. Prenez un nago. Ma race se sourire, anglais nous se sourire dans mon sombo. Donc, Sandito a fini que na site nana. Opérateur Yoli l'Afrique B est un homme unité de Sambadema. Plus vite. Il va me ramener toi yo munana ma femme ma frère quoi c'est. Je vais la comprendre. Il va pas crédit là quoi. Alco ngansoro la ngambara faka. Et monsieur a le madina ngambara faka. Ha yani za raison va. Ina kelibi woto ngo ka vora. Ay tonya ga yebe. Sandito wona ko est un invité de site là na ngam mali ma crédit là. Europe nous Afrique tagi. Sandito wontanara tout le temps vous êtes bravo, vous êtes number 1. Sandito you get wrong on the phone. Yes. Sandito nayama. Vous vivez à l'étranger et vous souhaitez envoyer du crédit téléphonique à vos proches en Guinée, un seul intermédiaire, Sendito.fr.